Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Mon nom est Mathieu Trépanier et aujourd'hui, on persiste et signe dans une veine historique que certains qualifieraient de peu sexy, mais qui est pourtant absolument intéressante. Une thématique d'ailleurs qu'on a quelque peu abordée cette saison et qui s'intéresse au développement des services publics montréalais et au développement aussi de la ville et de la cité à l'époque de la révolution industrielle, du développement technologique, etc. Et on est dans cette veine encore aujourd'hui et on parle de déchets, d'ordures ménagères, de matières résiduelles, avec l'historienne Claudel Richard, qu'on a le plaisir de recevoir. Bonjour Claudel. Bonjour Mathieu. Claudel, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je me permets de te présenter à notre fidèle public. Tu es présentement doctorante en études urbaines à l'UQAM et parallèlement, tu es rattachée, si j'ose dire, à notre cher laboratoire d'histoire et de patrimoine de l'UQAM, dont nous sommes plusieurs à être passés par là. Et tu es là depuis plusieurs années, dans lesquelles tu as travaillé sur plusieurs chantiers de recherche liés à l'histoire de la ville, comme Construire la ville, par exemple, de 1860-70 à 1930. Tu es également accessoirement responsable des communications du LHPM. Félicitations. Et tu es doctorante depuis 2022, donc en études urbaines. Et pour ta thèse, donc, tu t'intéresses à l'axe ferroviaire LaSalle-Hochelaga comme acteur de l'occupation et de l'aménagement du territoire montréalais entre 1887 et 2023. Alors, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va te réinviter pour que tu nous parles de ta thèse. Mais là, on fait un petit retour dans le temps. Et en fait, on va évoquer plutôt le sujet de ton mémoire de maîtrise, alors que tu as déposé l'année dernière. Et est-ce que tu pourrais nous présenter? Ben oui, en fait, mon sujet de mémoire, c'était cacher ce déchet que je ne saurais voir, la mise en place d'un service de collecte et d'élimination des déchets à Montréal entre 1868 et 1920. Pourquoi je voulais parler de ce projet-là, la maîtrise, effectivement, c'est un peu surprenant, mais en fait, c'est que ma première idée, c'était de parler de l'impact du chemin de fer sur Montréal à la maîtrise. Mais mon directeur, Danny Fougère, que je salue d'ailleurs, m'a dit, c'est un bon sujet, mais c'est un peu trop long pour un mémoire, garde ça pour ta thèse. Donc, je l'ai écouté. Mais là, je me ramassais sans sujet. Oui, comment tu as atterri là-dedans, dans les déchets, si j'ose dire? Ben, en fait, c'est que mon directeur en parlait quand même régulièrement dans certains de ses cours, il se penchait sur cette thématique-là. Mais bon, c'est resté comme ça. Je trouvais ça un peu étrange, étudiante au bac, première année, c'est un sujet un peu particulier. Mais bon, quand est venu le temps de choisir un sujet, puis que je pouvais plus prendre celui sur les chemins de fer. On regardait qu'est-ce qui m'intéressait. Je m'intéressais à l'histoire de l'administration municipale, l'histoire environnementale, l'histoire de la santé. Et parmi les sujets qu'il m'a proposé, celui, à mon grand étonnement, qui cochait toutes les cases, c'est l'étude de la collecte des déchets à Montréal. C'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est drôle parce que je me permets de faire une petite parenthèse. Je pense que c'est la première fois que je lis un mémoire de maîtrise et que je ris en lisant une préface. Parce que tu dis, je sais pas, je me souviens plus comment tu le formules, mais tu dis, j'aurais jamais cru écrire sur un sujet pareil. Puis finalement, c'est passionnant. Donc, merci d'avoir fait ça. Ça nous apprend quelque chose sur la ville. Et j'aimerais savoir, Claudel, avant qu'on rentre justement dans le vif du sujet de ton mémoire, on est entre historiens, puis on aime ça, l'histoire avant l'histoire, les prémices des choses. J'aimerais ça qu'on aborde brièvement, en préambule historique, la question peut-être grosso modo, des déchets et de leur gestion dans le Montréal, disons, qui serait un peu avant ton sujet, mettons, depuis la colonisation, là, pour ce que tu en sais, en tout cas. Ben, en fait, il faut savoir, jusqu'en 1870, la Ville de Montréal n'avait pas de service de collecte des déchets. Et là, par souci de clarté pour les auditeurs, on va voir que la Ville va diviser les déchets en 3 grandes catégories. Donc, on a les ordures ménagères qu'on connaît tous. On a les carcasses d'animaux, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient élevés en ville et on se déplaçait avec des chevaux. Donc, évidemment, quand ils décédaient, les corps se ramassaient dans la rue. Et finalement, on avait les matières fécales, que, en fait, les gens devaient faire leurs besoins dans des fosses d'aisance. Donc, ça, c'était les 3 catégories de déchets. Mais là, comme je disais, jusqu'en 1870, on n'a pas de service de collecte et la ville est très sale. Et en fait, l'insalubrité est surtout causée
par les mœurs des Montréalais. Donc, si on s'était promené à l'époque, on aurait vu des bouchers qui jetaient les carcasses d'animaux dans les rues. On aurait vu des chevaux, des cochons, des poules, des moutons qui se promenaient sur la voie publique et qui faisaient leurs besoins là. C'était pas rare qu'il y avait des humains qui faisaient ça non plus, d'ailleurs. Oui, dans ton mémoire, d'ailleurs, je pense que tu mets un ratio humain-cochon dans la ville. C'est assez effrayant, hein? Oui, il y a vraiment beaucoup de cochons. C'est spécial. Et également, ben justement, tous ces animaux-là, ils font du fumier, il faut s'en débarrasser. Alors, les gens, souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient porter le fumier de leurs animaux au pied des fortifications qu'il y avait autour de Montréal au début du 19e siècle encore. Et apparemment, les tas de fumier étaient tellement gros que les gens pouvaient escalader les remparts sans échelle. Ils pouvaient juste passer avec les tas de fumier. Donc, ces fortifications qui, effectivement, n'auront jamais servi à rien dans tous les sens du terme. Mais juste pour qu'on situe bien pour les gens qui nous écoutent, juste rappeler, Montréal, à cette époque-là, en plus, c'est une ville d'une densité folle par rapport à aujourd'hui parce que tout est encore largement concentré dans ce qui est aujourd'hui, grosso modo, le Vieux-Montréal. Donc, on peut imaginer marcher dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul, croiser veaux, vaches, cochons, poulets, etc. Oui, tout à fait. Okay. Puis d'ailleurs, ben, les seuls éboueurs vraiment qu'on aurait croisés à l'époque, c'était les cochons. Parce que les cochons étant omnivores, ben, on s'en servait aussi pour ramasser les déchets. C'est eux qui mangeaient ce qu'ils trouvaient sur la voie publique. Mais il y a quand même des limites à ce qu'un cochon peut manger dans une journée. Donc, Montréal, en bref, c'est très sale au début du 19e siècle. Mais ça ne veut pas dire que les autorités ne cherchent pas à nettoyer la ville. Et au début du 19e siècle, les règlements concernant le nettoyage mettent surtout l'accent sur l'aménagement du territoire. C'est pourquoi ils focusent là-dessus, c'est parce qu'ils sont influencés par le discours médical de l'époque. Et en fait, les gens à l'époque croient pas que ce sont on sait pas que c'est les microbes qui causent des maladies, on pense que ce sont les mauvaises odeurs. Eux, ils appelaient ça les miasmes. La théorie des miasmes, hein, c'est ça qui est bizarrement fondée scientifiquement. Exactement. Donc, on pensait que les mauvaises odeurs qui venaient, par exemple, de la décomposition des matières organiques pouvaient causer les épidémies comme le choléra. Donc, ils vont justement commencé en 1797 à instaurer un nettoyage printanier de la voie publique. Ils embauchaient des journaliers pour enlever la glace et la boue parce qu'à l'époque, on n'avait pas de déneigement. La neige était juste tapée au milieu de la rue. Donc, entre chaque... Ah oui, OK. Oui, donc entre chaque accumulation de neige, les déchets se ramassaient là. Donc, au printemps, quand tout ça fondait... Montréal était dans un état merveilleux. Oui, on sait, Montréal, au printemps, même au 21e siècle, c'est pas toujours propre. Donc, imaginez quand il n'y avait pas de service de collecte. Donc, c'est ça. On avait des gens qui ramassaient les ordures au printemps parce que ça entravait la circulation des gens et des marchandises et ça devenait de plus en plus dérangeant au fur et à mesure que la ville se densifie. Ils vont aussi terrasser les rues. Ils réduisaient En fait, en faisant ça, ça permettait de réduire la formation de cloaques où est-ce que la saleté s'accumulait. Donc, pour éviter que tous ces déchets-là se répandent dans l'espace urbain. Puis, ils ont aussi décidé d'élargir les rues pour favoriser la circulation de l'air. Et finalement, on avait un service d'arrosage des rues. Alors, les pompiers utilisaient le nouveau service de l'aqueduc pour repousser les déchets avec les boyaux. Mais c'est pas une technique super efficace parce que, premièrement, ça marche juste dans les rues pavées. OK. Ah oui, ce qui n'est pas la majorité des rues à Montréal à cette époque-là. Puis ça marche juste dans les rues qui ont des pentes. Et c'est pas toutes les rues qui ont des pentes. Okay. Donc, ça fait en sorte que la réglementation évolue vraiment pas aussi vite que le paysage urbain. Et en fait, comme on vient de le dire, la majorité de la population habite dans les faubourgs. Et les faubourgs n'ont pas de rues pavées. Alors, ce qui fait que la population moins fortunée, on peut dire, est laissée de facto pour compte par les règlements. Et également, ben là, on commence à mettre aussi en place des règlements axés plus sur la responsabilité individuelle et la propriété privée. C'est-à-dire que la gestion des déchets, c'est les habitants eux-mêmes qui doivent s'en occuper. Okay. Donc, ils doivent participer à la corvée printanière. Oui, c'est ça, j'allais demander qu'est-ce qu'ils font au juste. Donc, la corvée printanière, ça consiste en quoi? Oui, ben en fait, c'est qu'à chaque printemps, ils leur demandaient d'enlever les déchets, mais seulement sur leur propriété à eux. C'est pas comme les corvées printanières qu'on parfois les municipalités organisent et que les gens se promènent sur tout le territoire pour ramasser. C'était vraiment pour ton terrain à toi. Puis aussi, ils devaient, le reste de l'année, déposer leurs déchets eux-mêmes aux endroits qui étaient désignés par le conseil municipal. Okay. C'est comme quoi? Comme où, par exemple? On avait apparemment sur la place Vigée.
La place Vigée, OK. Oui, mais aussi certains terrains qui étaient clôturés un peu en périphérie de la ville. Puis sinon, c'était beaucoup... En fait, l'hiver, ils avaient le droit d'aller porter leurs déchets sur le fleuve gelé. Ah, OK, c'est malin. Ouais. Oui, fait comme ça, au printemps, quand la glace fond, Ça tombe dans le fleuve. les déchets s'en vont avec le courant. Est-ce que c'était respecté, ce genre d'incitatif? Plus ou moins, Ouais. parce que, en fait, la réglementation, elle a un point faible, c'est le fait que ça coûte cher pour les habitants de la respecter. Parce que, comme je le disais, la majorité de la population n'est pas très fortunée. Alors, elle n'a pas d'argent pour acheter un cheval et un chariot pour aller déposer elle-même ses déchets. Alors, il faut faire appel à des charretiers. Mais les charretiers, habituellement, demandaient des montants qui étaient jugés assez élevés selon les chroniqueurs de l'époque dans les journaux. Donc, on sait qu'ils demandaient environ 3 $ par voyage de déchets. Énorme. Ce qui serait l'équivalent d'à peu près 75 $ pour nous aujourd'hui. Oui, dans une société où il y a très peu de numéraire en plus. Exactement. Ouais, OK. Mais par contre, ça coûtait juste 3 shillings ou 3 sous, si on veut, d'amende si on était pris en flagrant délit de dépôt d'ordures illégal. Donc, ce qui doit arriver arrive et j'imagine les gens préfèrent payer l'amende que... Oui, parce que 3 sous, c'est rien. c'est rien ça. comparé. Puis encore là, ils sont presque jamais pris justement en flagrant délit parce qu'il y a très peu de policiers qui surveillent. OK. Puis une fois, même si tu es pris par le policier, ben c'est assez rare que tu es condamné par la cour du récordaire parce qu'il y a souvent des vices de procédure. Ce que ça nous dit, c'est qu'en clair, c'est plus pratique et c'est beaucoup moins cher d'enfreindre la réglementation que de la respecter. Ça fait en sorte que les gens ils vont jeter leurs déchets un peu n'importe où, n'importe comment, dans les ruelles, mais dans les cours d'eau aussi. Il devait y avoir des problèmes d'hygiène monstrueux. Oui, justement, à l'époque, avant l'aqueduc, les gens allaient s'approvisionner dans les cours d'eau, mais comme ils sont pollués par les déchets, l'eau elle devient vraiment impropre à la consommation. Et ça fait en sorte que la ville de Montréal avait un des pires taux de mortalité en Amérique du Nord. Les seuls endroits qui rivalisaient avec elle à ce plan-là, c'était les quartiers les plus pauvres de New York. OK, ah oui. Puis concrètement, mais ça veut dire que le quart des enfants montréalais fêtaient pas leur premier anniversaire, ils décédaient avant. Le quart des enfants. Oui, c'est énorme. C'est incroyable. Puis les autres, il y avait une espérance de vie d'environ 40 ans. Donc, c'est vraiment... c'est pas terrible c'est terrible, vraiment. Les conditions sanitaires à Montréal avant 1870, c'était vraiment terrible. Donc, il y a un coût qui est prohibitif pour la population. Les gens ne peuvent pas simplement se débarrasser de leurs déchets facilement. Donc, il y a une espèce de solution de facilité qui se présente à eux. Puis, ils sont coincés dans cette logique-là pendant un bon moment, si je comprends bien. Oui, c'est ça. OK. Justement, je me permets une autre petite parenthèse. L'égout collecteur, l'égout qu'on peut visiter à la Pointe-à-Calière, fait partie, donc, j'imagine, des premières solutions, disons, raisonnées de l'autorité municipale, conjointement avec le privé, d'ailleurs, pour réguler la question des égouts dans la rivière, la petite rivière Saint-Pierre, qui était tellement épouvantable que les étudiants du Collège de Montréal qui la jouxtaient, en fait, surnommaient ça le Styx, tellement c'est épouvantable. Donc, le fleuve qu'il faut franchir pour aller dans les enfers. Et il me semble aussi avoir entendu parler, je continue ma petite parenthèse, je suis désolé, Claudel, mais il y avait des premières formes de réglementation qui sont apparues pour les tanneurs, par exemple, ils devaient s'installer en dehors de la ville parce que c'était épouvantable, la tannerie. Ou les bouchers, il me semble aussi, qui devaient aller disposer des carcasses ailleurs. Oui, ils préféraient que ce soit loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Loin des yeux, loin du cœur, loin de l'odorat. Et puis, j'aimerais savoir, en fait, donc toi, dans ton mémoire, là, tu démarres vraiment dans la fin des années 1860, tu es dans 1870. Comment est-ce que tu en es arrivé à cette périodisation-là? En fait, c'est quoi tes sources, comme on dit? Mais en fait, moi, pour Montréal, il y a à peu près personne qui avait écrit sur l'histoire des déchets. C'était fait seulement en filigrane dans d'autres études qui touchaient à des sujets connexes. Puis moi, ma périodisation, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le très bon livre, d'ailleurs, Question d'égouts par Robert Gagnon, qui s'intéresse justement à la mise en place des réseaux d'égouts à Montréal. Puis lui, il nous explique qu'à partir des années 1860, donc ce qui est le point de départ de mon mémoire, les élus municipaux commencent à avoir la volonté d'embellir la ville, notamment en aménageant des parcs, mais aussi en instaurant des systèmes d'assainissement. Puis il nous dit aussi que les entreprises privées commencent à jouer un rôle vraiment
prépondérant dans la mise en place des services publics et leur bonification aussi. Et moi, ça s'inscrit un peu dans cette logique-là. Les déchets, ça va être des entrepreneurs privés qui vont les gérer pendant un bon bout de temps. Puis ensuite, les infrastructures sont étendues dans les villes que Montréal va annexer, comme on sait, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Puis finalement, c'est toute la découverte de la bactériologie, ça permet la construction d'usines de filtration d'eau et on veut continuer à assainir les centres urbains. Puis, il y a aussi une vague de municipalisation vraiment plutôt aux portes du 20e siècle. Et ce qui se passe à Montréal aussi, d'ailleurs, avec le service des ordures, ce qui fait en sorte que des années 1860 à la Première Guerre mondiale, sont vraiment... en fait, la population et les experts commandent beaucoup, ils critiquent la vie citadine, ils veulent l'améliorer, ce qui fait en sorte que j'arrête mon mémoire à peu près à cette période-là. Moi, j'arrête en 1920 parce que c'est une année qui marque un tournant, à mon avis, pour la gestion des ordures parce qu'on assiste au début de la mécanisation du transport des matières résiduelles. Puis finalement, on en reparlera, mais l'incinérateur municipal de Montréal est incendié à cette date-là, puis il n'y en aura pas pendant 10 ans. L'incinérateur est incendié. Oui. Super. C'est son destin annoncé, je pourrais dire. Ah oui? Mais OK. voilà, donc c'est pour ça que j'ai étendu jusqu'en 1920. Mais... Quel genre de sources on épluche pour se faire une tête sur ces questions-là? C'est des sources... Les premières sources sont un peu arides. C'est des sources administratives, surtout, qu'ont conservé les archives de la Ville de Montréal. Donc, c'est les procès-verbaux du conseil municipal, et aussi des procès-verbaux et les rapports annuels des différents organes qui ont chapeauté le service de collecte, que ce soit le comité de santé, la commission de l'incinération aussi. Ça nous permet d'avoir le point de vue plutôt des autorités à ce point de vue-là. Mais j'ai aussi des rapports et des revues spécialisées en médecine qui nous donnent l'avis des experts sur la situation. Mais la source qui est la plus amusante à dépouiller dans mon cas, c'était les journaux. Ouais. Francophones et anglophones, évidemment, parce qu'on est à une époque, à partir des années 1880, où on passe du journaliste d'opinion au journaliste d'information. Okay. Et ça se reflète parce qu'il y a un plus grand nombre d'articles qui relaient les plaintes et les suggestions de la population par rapport aux déchets. Puis les retranscriptions des séances du conseil de ville dans les journaux sont vraiment plus complètes que dans les documents administratifs. Donc, on a toutes les factions politiques puis les allégations de corruption qui n'étaient pas présentes dans les procès-verbaux. Donc, ça ajoute toute une autre dimension à cette histoire-là. Donc, ça entre dans la conversation publique, on pourrait dire, la gestion des déchets. Ça devient vraiment un problème, en fait. Il y a une naissance d'un besoin là, qui apparaît à cette époque-là. Oui, puis le fait qu'un sujet comme ça soit aussi présent dans la presse, ça montre que les sensibilités envers ces questions-là sont de plus en plus vives. Là. Et donc, c'est quoi la situation au moment où tu commences ta période en 1870? Ça a l'air de quoi? En fait, Montréal, à cette époque-là, connaît vraiment une croissance démographique exponentielle. Juste quelques chiffres. Pour vous donner une idée, en 1840, il y a 47 000 Montréalais. En 1861, on est déjà à 90 000 environ. Puis en 1871, on est à 130 000. C'est une croissance incroyable. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, on a peine à imaginer ça. C'est vraiment très, très rapide. Puis à partir des années 1850, on a les idéaux sanitaires, principalement venus d'Europe, qui nous vantent les mérites d'une collecte des ordures qui est plus fréquente et régulière. Alors, la population commence à trouver justifié de manifester son insatisfaction, je vais l'avoir, aux autorités. Donc, ils vont envoyer plusieurs pétitions pour se plaindre de l'état de la ville. Puis là, en parallèle, le conseil municipal va prendre conscience que les solutions individuelles que j'ai mentionnées au départ, ça suffit plus pour une population qui est aussi grosse. Ça prend une organisation qui est d'une autre échelle à partir de là. Donc, c'est pour ça qu'en 1868, il va y avoir une première tentative de réguler la collecte des déchets. Ils vont instaurer le règlement 15 qui mettait en place une collecte 2 fois par semaine des déchets. C'était supervisé par... En fait, c'est l'entreprise privée qui s'occupait de ça, chapeauté par le comité de santé. Mais le règlement va rester sur les tablettes et c'est probablement parce que la ville, à cette période-là, était dans des difficultés financières, était endettée. Donc, ils vont juste laisser ça de côté. Mais finalement, il va y avoir plusieurs pétitions qui vont arriver au conseil de ville pour leur demander d'appliquer le règlement. Donc, 2 ans plus tard, là, ils vont mettre en place le règlement 46 qui, là, lui, instaure réellement une collecte des déchets.
Cette fois-ci, c'est 1 fois par semaine seulement, donc ça permet de réduire les coûts. Et c'est l'entreprise privée qui effectue la collecte. Et on sait que le premier contrat, c'était à deux partenaires qui s'appelaient Rennegar et Spellecy, qui vont obtenir le tout premier contrat de collecte des déchets en 1870. Et ça va se faire de nuit. Parce qu'on ne veut pas incommoder la population par les odeurs des déchets, puis des barils de déchets, puis les tombereaux. Puis on ne veut pas que, justement, le travail des vidangeurs entrave la circulation pendant le jour. C'est quoi leur responsabilité, donc, dans ce contrat-là? Qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Ils doivent ramasser, bien sûr, les ordures ménagères, mais aussi les charognes. Ils incluaient les charognes dans les ordures ménagères. Les fosses d'aisance, c'est un entrepreneur séparé à partir de 1871 qui s'occupe de ça. Donc, on voit vraiment là, le service de collecte des déchets à ce moment-là, il entre dans une phase de professionnalisation. Puis Montréal ne fait pas exception parce qu'à l'époque... à peu près à la même époque, en fait, à Londres, en 1850, on a commencé à donner la collecte des déchets à contrat. Puis à Paris, c'est en même temps que Montréal, 1870-71. Donc vraiment, Montréal ne fait pas exception. Il est pas, même si la situation sanitaire n'est pas très enviable, elle n'est pas en retard nécessairement par rapport à d'autres villes occidentales. Donc c'est un mouvement qu'on voit apparaître finalement dans le monde occidental. Est-ce qu'on peut dire que ça coïncide avec la montée de la mentalité hygiéniste à cette époque-là? Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est un système qui était aussi populaire aux États-Unis, le système contractuel, parce que ça permettait à la ville de superviser, mais sans avoir à débourser des sommes aussi grandes que si c'était elle qui devait s'en occuper. Un genre de partenariat public-privé de cette époque-là. Avant la lettre, en effet. Eh bien, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'émission et on se quitte le temps d'une petite pause musicale et on se rejoint tout de suite après pour la seconde partie avec Claudel Richard. contagious. There's no big grin on my face.
On est de retour pour cette deuxième partie de l'émission enregistrée depuis les locaux de la Société historique de Montréal sur la place Jacques-Cartier. On vient d'écouter So Happy It Hurts de Bryan Adams. Et nous sommes bien sûr toujours avec l'historienne Claudel Richard pour parler de son sujet de mémoire, donc la gestion des déchets des matières résiduelles à Montréal entre 1870 et 1920. Et avant la pause, on parlait donc justement de l'expansion de Montréal, on parlait vraiment de la naissance d'un besoin de gérer toute cette montagne de déchets. Et il y avait toute la question, donc, que je trouve très intéressante, qui est de la professionnalisation de ce service-là. Et je disais un peu à la blague tout à l'heure, un PPP, là, un partenariat public-privé. Donc, on voit donc une classe d'entrepreneurs qui commence à s'intéresser à ça professionnellement, si on peut dire. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le système contractuel n'est pas très efficace à ses débuts à Montréal. Ah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 6 entrepreneurs qui vont succéder pendant les 6 premières années. Ah oui, un par année? Oui, c'est un taux de roulement vraiment élevé. Ouais. Dans les archives, c'est très drôle parce que les élus municipaux disent qu'en fait, ces entrepreneurs-là veulent juste arnaquer la ville et faire de l'argent sur notre dos. Mais la réponse est plus simple que ça. C'est juste parce que c'est un service qui est nouveau. Donc, les entrepreneurs ont tendance à sous-estimer les capitaux, le matériel et le nombre d'employés dont ils ont besoin pour nettoyer une ville de la taille de Montréal. Il y a un manque d'expertise, tout simplement. Oui, tout simplement. Okay. Et il y a plusieurs compagnies qui vont faire faillite d'ailleurs, comme la Montreal Fertilizing Company, qui était spécialisée, elle, plutôt dans l'enlèvement du contenu des latrines. Mais ça donne une idée. Il y a quand même vraiment au moins la moitié des compagnies de l'époque qui ont vraiment fait faillite. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'il y a des bris de service entre l'octroi des nouveaux contrats, ce qui fait en sorte que la population est mécontente parce que les déchets ne sont pas ramassés le temps qu'on trouve un nouvel entrepreneur. Alors, assez rapidement, le système contractuel va être mis en question et la Ville va procéder une première fois à la municipalisation du service de collecte des ordures entre 1876 et 1879. Pendant cette petite période-là, ça va être chapeauté par le département des chemins, donc l'équivalent de la voirie aujourd'hui. Oui, c'est court, hein, 76-79. Oui, c'est un petit 3 ans. On sait que le département des chemins embauchait de 9 à 14 éboueurs en fonction des besoins saisonniers. Et eux, ils ramassaient les déchets dans tous les quartiers de la ville 2 fois par semaine. OK, donc il y avait un genre de traitement égal? Oui. Pour ça. OK, donc c'était pas l'apanage de gens, donc à partir de ce moment-là, qui pouvaient se payer ça. Non, vraiment, c'était non tarifé, donc tous les citoyens en profitaient également, en autant qu'ils mettaient leurs déchets au chemin, selon les heures, parce que comme aujourd'hui, il y en a qui respectaient pas le règlement. Mais les éboueurs du département des chemins, il fallait qu'ils affrontent quand même plusieurs défis. Premièrement, au niveau géographique, ils devaient parcourir des distances d'environ 1,6 à 4 km pour acheminer les ordures ménagères au dépotoir de la ferme Logan, qui est l'actuel parc La Fontaine, et même 6 km pour aller porter les rebuts de boucherie à un lieu qui s'appelle Ryan's Bush, mais dont plus personne ne sait où c'est aujourd'hui. On ne sait plus c'est où. Mais c'est bon, pour nous, on se dit, 6 km, 4 km, c'est pas des distances énormes, mais il faut se rappeler, c'est un transport par traction animale. C'est des chevaux qui doivent transporter tout ça. Et ces bêtes-là, peuvent tirer maximum 1 tonne. Ils sont assez lents, donc quand ils tirent ça, ils peuvent circuler à environ 9 km/h seulement. Et ils s'épuisent assez vite aussi, donc il faut les mettre, il faut qu'ils se reposent environ après avoir parcouru 40 km. Puis en plus, on est à Montréal. Et plus ça change, plus c'est pareil. Les chemins à Montréal n'étaient pas en très bon état. Sans blague. C'est vraiment la plus pure tradition montréalaise. Et pendant les mois plus pluvieux, là, donc à l'automne et au printemps, les chemins étaient boueux, voire carrément impraticables. Donc on pouvait tout simplement pas se rendre au dépotoir ou dans certaines ruelles. Mais malgré tout ça, ce qui est intéressant, c'est que le service est vraiment victime de son succès. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui vont s'en prévaloir. Ils vont mettre leurs déchets au chemin. Puis, selon les données du département, en 1876, les éboueurs ont transporté environ 11 000 chargements de déchets contre 45 000 en 1878. Ah oui, OK. Ça a plus que triplé. C'est vraiment énorme. Mais le budget, lui, il n'a pas triplé. Ah oui, puis clairement, le besoin est là. Le besoin est là. Une augmentation de quoi, 300 Oui. Puis,
le budget n'a pas triplé, donc on n'a Non. pas embauché plus d'employés. Et ils devaient faire des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées. Mhm. Alors, c'est pas viable comme système. Et la ville n'a pas la capacité de payer plus que ce qu'elle fait en ce moment. Mhm. Donc, assez vite, ils vont redonner le service à l'entreprise privée. Et ce qui est intéressant avec ce genre de recherche-là, je parcourais ton mémoire, c'est que ça a toujours pour effet de révéler des noms comme ça de gens qui ont eu leur rôle à jouer dans l'histoire de Montréal. Et c'est ça que je trouve passionnant parce que ça met en lumière comme ça des personnages qui ne sont pas du tout connus du grand public, tu vois où je veux m'en venir, et on se rend compte donc justement à la lumière de ce genre de recherche qu'ils ont eu leur importance dans l'histoire de la ville, ils ont eu un rôle à jouer dans le développement de la ville, son histoire. Et dans ton mémoire, justement, tu mets en lumière un Montréalais méconnu du grand public, donc, qui a son importance, c'est un certain William Mann. Là, il y a l'entrée en scène de William Mann dans toute cette histoire-là. Alors, j'avais jamais entendu parler de lui. On se souvient d'autres noms dans le même genre, là, comme Hamilton Killaley ou Edwin Atwater, essentiellement parce qu'il y a une rue qui porte son nom. Mais William Mann, ça ne me disait rien. Est-ce que tu peux nous dire qui était William Mann? Oui, ben en fait, M. Mann, on sait qu'il est né à Montréal en 1838 et il a commencé sa carrière comme grossiste d'articles de mercerie. Mais on sait que à partir des années 1870, il a été agent de la Montreal Fertilizing Company, dont je parlais tout à l'heure. Une des premières compagnies qui avait fait faillite là, dans Exactement. les premières époques. Okay. Mais lui, ça lui a servi que la compagnie ait fait faillite parce qu'en 1877, il a pu la racheter une fois après sa faillite. Et à ce moment-là, ben, M. Mann, non seulement il met fin à l'instabilité des entrepreneurs, de la succession d'entrepreneurs, mais il va vraiment être l'homme de la situation parce que la longévité de son contrat, elle tranche vraiment avec la brièveté des ententes précédentes. Je m'explique. Les autres, on se rappelle, leur contrat durait maximum 1 an. Ils finissaient tous par abandonner. Lui, il va avoir obtenu le contrat pour nettoyer les fosses d'aisance en 1877. Après ça, 2 ans plus tard, en 1879, il va obtenir le contrat pour la collecte des ordures ménagères, donc une fois qu'on retourne au système contractuel. Et il va garder les 2 contrats jusqu'en 1893. Vraiment, ça tranche avec auparavant. Donc, il y a une stabilité là, qui apparaît. Là. Oui, tout à fait, mais il faut dire que M. Mann a les moyens de son ambition. On sait qu'en 1891, il disposait de 80 éboueurs et d'autant de chevaux. Donc, évidemment, ça lui permet de nettoyer la ville beaucoup plus efficacement que les autres compagnies avant lui et même la ville de Montréal, qui avait, on se rappelle, une dizaine environ d'employés. Alors, lui, ben, comme avant, il ramasse les déchets une fois par semaine de nuit. Les latrines, elles, c'est 1 fois par année. C'est sur demande, 1 fois par année obligatoirement. Puis sinon, c'est sur demande des propriétaires. Okay. Mais M. Mann a une certaine longévité, mais ça ne veut pas dire que son service est parfait. Okay. Loin de là. En fait, la ville a un système de surveillance pour s'assurer du respect des clauses du contrat. Mais malgré tout, j'ai recensé plusieurs plaintes qui ont été envoyées au département de santé et l'inspecteur sanitaire était envoyé pour vérifier la validité de la plainte. Puis quand c'était fondé, M. Mann, soit il recevait un avertissement ou il devait faire enlever les déchets à ses frais. Puis, devant la persistance de certaines plaintes, parfois, la ville menait des opérations de surveillance systématiques. Et on sait qu'à l'été 1888, ils ont compté qu'en moyenne, M. Mann et ses équipes oubliaient de vider environ 33 barils de déchets par jour. Okay. Et ça faisait scandale à l'époque. On peut supposer, premièrement, que le taux de roulement de personnel était assez élevé. On s'entend que c'est pas le métier des boueurs n'est pas un métier qui était très valorisé à l'époque. Alors, bon, il y en avait qui, oui, étaient juste négligents, mais il faut dire que comme les nouveaux, ça pouvait prendre du temps avant qu'ils mémorisent tout le circuit de collecte, c'est pas évident. D'autant plus que pendant l'époque de M. Mann, Montréal commence à annexer d'autres municipalités, puis il doit les prendre en charge. Donc, ça peut expliquer parfois que certains secteurs aient été oubliés parce que les boueurs sont juste pas au courant qu'il faut qu'ils passent là. Oui, c'est l'époque où Montréal devient géographiquement très vaste. Là. On sort du noyau dur historique et
c'est des grandes banlieues, en fait, des faubourgs qui finissent par être annexés. Donc, c'est gigantesque. Là. Oui, ça devient vraiment... Là, la ville commence à prendre sa taille de métropole. Puis, il y a aussi plusieurs défis, encore une fois, géographiques. Les quartiers annexés, c'en est un, mais aussi la météo, c'est un facteur qui joue contre les éboueurs parce que, souvent, la neige, elle obstrue les ruelles, la boue aussi. Donc, ils peuvent tout simplement pas passer dans les ruelles, ramasser les déchets. Et ça fait en sorte que, parfois, au printemps, il y a des reportages dans les journaux qui nous disent que les quartiers sont crasseux et qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été visités pendant, parfois, plusieurs semaines. Ah oui. Donc, c'est pas très reluisant comme portrait. Mais également, le comportement en lui-même des éboueurs de M. Mann est parfois décrié par la population. Tiens donc. Qu'est-ce qu'ils ont, ces employés, M. Mann? Pour dire en bon français, il est un petit peu cow-boy. Un peu cow-boy, Un peu cow-boy. Habituellement, c'est vrai encore aujourd'hui, mais c'était encore pire à l'époque. Ils travaillent dans des conditions vraiment pénibles, ces gens-là. Il faut le rappeler avant toute chose. Ils travaillent dans la puanteur. Ils adoptent des postures qui déforment la colonne vertébrale. Il y a des risques d'accidents sur la voie publique. Il y a des risques de chute. Aussi, on peut risquer de se couper avec les déchets qu'on manipule. Et ce qui est intéressant, c'est que puisqu'ils manipulent les ordures, les éboueurs sont associés dans l'imaginaire collectif aux matières qu'ils touchent. Donc, les gens les fuient un peu comme la peste. Donc, pour surmonter leur stigmatisation, les éboueurs ont tendance à prendre des risques et à faire... En fait, ils vont manifester leur virilité par des compétitions. Ah oui. Et c'est justement ces compétitions-là qui dérangent le plus la population. C'est quoi ces compétitions-là, exactement? C'est quand même très drôle. Ils font souvent des courses entre leurs attelages. OK, ah ouais. Oui, mais on se rappelle que la collecte a lieu la nuit. Donc, je vous laisse imaginer le bruit de chariots qui font la course comme ça. Tirés à cheval. Les sabots des chevaux, oui, okay. Les roues sur le pavé. C'est très dérangeant pour les citoyens. Et également, apparemment que les éboueurs de M. Mann avaient un problème de consommation d'alcool. On peut... supposer qu'ils buvaient beaucoup d'alcool pour occulter leurs conditions de travail, mais sur le terrain, ce que ça donnait, selon les journaux, c'est qu'assez régulièrement, ils s'infiltraient en fait dans les sous-sols de citoyens partis, absents de leur domicile. Ils volaient du vin. Puis une fois qu'ils étaient bien sous, ils lançaient les barils de déchets sur les murs dans les ruelles. Ah ouais, OK. Oui, belle ambiance de nuit dans les ruelles. On est dans un Montréal différent, on va dire. Oui. Une belle ambiance, vraiment. Donc, oui, évidemment, ça ne devait pas être super pour leur réputation en plus. Non, ils ne s'attiraient pas un grand capital de sympathie. Mais bon, au niveau du transport aussi, qui est la deuxième étape du cycle de collecte, on a quand même quelques plaintes de recensés. C'était principalement au niveau du fait que les itinéraires sont assez répétitifs. Il y a certains Montréalais qui pouvaient voir jusqu'à 600 voyages de déchets passés devant chez eux chaque nuit. Chaque nuit? Chaque nuit. 600 voyages? Oui, les résidents qui habitaient près des dépotoirs étaient très sollicités. Ouais. Puis, c'est dérangeant au niveau auditif. On parlait justement des bruits des tombereaux à déchets, mais aussi olfactif. Ouais. Puis, on se rappellera qu'il n'y a pas d'air climatisé. Donc, à l'époque, la nuit, l'été, les fenêtres étaient ouvertes, mais tu avais l'odeur qui venait avec ça. En plus, dans le Montréal industriel de cette époque-là, qui était déjà pas terrible au niveau de la qualité de l'air. Non, c'est ça. Ah, Seigneur, oui. Ça devait être épouvantable. Mais à la décharge de M. Mann et de ses éboueurs, il faut qu'ils composent avec le fait que c'est des chevaux qui traînent les chariots. Donc, ils empruntent tout simplement les rues qui sont les moins... avec les pentes les moins raides, en fait, pour s'assurer de ne pas fatiguer les chevaux inutilement. Mais l'étape du cycle de collecte dont les citoyens se plaignent définitivement le plus, c'est leur disposition. Oui, c'est ça. On les met où, tous ces trucs-là? Justement. Au début, ça va bien. En fait, les clauses du contrat de M. Mann stipulent qu'il faut qu'il trouve des dépotoirs, mais à l'extérieur des limites de la ville de Montréal. Mais ça, au début, ça cause pas de problème parce qu'autour de Montréal, ce sont des champs. Il n'y a pas d'habitants vraiment. Donc, ça ne dérange pas qu'il y ait des dépôts de déchets à ces endroits-là. Et M. Mann utilise des terrains qui lui appartiennent, par exemple, dans l'ancienne côte visitation. Mais assez vite, justement, les villes autour commencent à s'urbaniser et les dépotoirs sont rattrapés par les villes et les villages des alentours.
Alors là, ça cause un problème parce que les gens qui habitent près de ces dépotoirs-là commencent à se plaindre, évidemment. Alors, il y a certaines municipalités qui vont poursuivre M. Mann et la Ville de Montréal pour les empêcher de déposer des ordures là. Et c'est notamment le cas de Verdun qui va poursuivre Mann et qui va gagner sa cause. Et Mann va être condamné à verser une amende qui était assez substantielle à l'époque. Pourquoi? Parce que Mann déposait trop près les déchets trop près des gens? Ou... Dans son cas, lui, les gens, oui, pour les odeurs, mais eux, ce qui inquiétait surtout les gens de Verdun, c'est le fait qu'ils déposaient des matières fécales près de la rivière qu'il y avait dans la ville. Charmant. Oui, et c'est là que le bétail s'abreuvait. Alors, les gens ont peur que la viande et le lait soient contaminés. OK. Et en plus, ce terrain-là où est-ce qu'ils déversaient les déjections, c'était près du canal de l'Aqueduc. Donc, ça rajoute une autre couche. Là, c'est pas rien que pour la viande, on a peur qu'ils contaminent l'eau de Montréal. Mais à partir de 1885, il y a l'épidémie de variole qui frappe la ville, comme on sait. Alors, Montréal se met à se questionner sur les risques sanitaires que les méthodes de disposition utilisées par Mann peuvent causer pour les autres villes environnantes. Alors, avec autant de contraintes juridiques, démographiques puis sanitaires qui s'additionnent, ils vont choisir d'incinérer les déchets. OK. Ça, c'est la ville, c'est ça qui... Oui, la ville de Montréal dit, OK, on va arrêter de faire déposer les déchets sur des dépotoirs. On va plutôt demander que les entrepreneurs les incinèrent. Ça, c'est une solution qui a été mise de l'avant par les ingénieurs municipaux et qui était, en fait, parrainé par le maire Honoré Beaugrand, qui, lui, a voyagé beaucoup en Europe et il était vraiment sensible aux innovations étrangères. Et en fait, l'incinération, ça vient du Royaume-Uni. Dès 1874, là-bas, ils ont commencé à incinérer des déchets à l'échelle municipale. Puis, de notre côté de l'Atlantique, ça a commencé vers 1886-87 aux États-Unis. Donc, on sait qu'il y avait les villes de Wheeling en Virginie-Occidentale, Allegheny en Pennsylvanie et des Moines en Iowa qui brûlaient leurs déchets comme ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Montréal devient vraiment un précurseur en la matière en Amérique du Nord parce que Mann a fait construire un incinérateur pour les matières fécales à Coteau-Saint-Louis en 1885 et un autre pour les déchets domestiques en 1886 sur l'avenue Papineau, en face du parc La Fontaine. Donc, vraiment, Montréal se place dans les premières villes du continent à brûler ces déchets. Puis au début, c'est vraiment un succès. Oui, ça marche. Hein? Oui, puis en même, c'est Mann qui a développé lui-même ses incinérateurs et son brevet va même être repris à Chicago. Ah oui, OK. Mais, intéressant. Oui, puis on voit que Montréal influence quand même d'autres villes en Amérique du Nord. Mais assez vite, M. Mann va arrêter d'incinérer les déchets. Pourquoi? Premièrement, il y a possiblement des problèmes techniques avec ces incinérateurs parce que le sien et celui de Chicago sont incendiés. Sa technologie était probablement pas tout à fait au point. Puis aussi, ça coûte très cher pour opérer des incinérateurs parce que c'est alimenté avec du charbon. Alors, là, il va arrêter d'incinérer parce qu'il préfère remplir des terrains qui lui appartiennent et qui se trouvent sur l'actuel plateau Mont-Royal. En faisant ça, ça lui permet de les niveler, les terrains, pour les revendre à fort prix à des promoteurs immobiliers. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que justement, le nombre de pétitions concernant la disposition des déchets augmente après la mise en place de l'incinération parce que M. Mann, non seulement les incinère pas dans les faits, mais en plus, avant, les déchets étaient déposés à l'extérieur de Montréal. Mais là, M. Mann, il enfreint son contrat et les dépose sur des terrains à l'intérieur de la ville. C'est rendu la ville, c'est ça? Oui, OK. Donc, il enfreint plusieurs clauses de son contrat. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les autorités municipales vont laisser Mann faire ça. Et on peut supposer que c'est parce que les deux trouvaient leur compte. Ce qu'on sait, c'est qu'à la même époque, à Saint-Louis-du-Myland, on avait l'homme d'affaires, politicien, propriétaire terrien Louis Beaubien qui faisait la même chose dans une de ses anciennes carrières. Et lui non plus n'a jamais été vraiment sanctionné par les autorités, malgré les plaintes. Et en fait, ce que ça permettait de faire, c'est que ça permet de viabiliser des secteurs accidentés de la ville de Montréal et pour y construire des habitations parce qu'il y a vraiment une grande vague d'immigration à cette époque-là. Donc, je veux juste comprendre, donc on a nivelé du terrain par l'enfouissement de déchets. Oui, et tout on à a fait. construit des quartiers par-dessus. Oui, tout à fait. C'est super. Il y a plusieurs personnes en ce moment qui vivent sur des
d'anciens dépotoirs, probablement même sans le savoir. Et donc, c'est pour ça que la ville, finalement, fermait les yeux, parce que Oui. c'était un bon deal, en fait, de faire ça. Ben, c'est ça. Monsieur Mann, OK. lui, ça lui permettait de faire de l'argent. Mhm, De mhm. l'autre côté, ben, la ville, elle tolérait parce que ça lui permet de développer un secteur et d'en tirer un revenu par les OK. taxes foncières. Mhm. Et évidemment, ben, tu peux accueillir ça Ouais, permet ouais, ouais. d'accueillir tous les gens qui arrivent de la campagne et de l'étranger à cette époque-là. Et donc, on peut dire, Claudel Richard, que William Mann a détenu donc un monopole, un monopole de fait, en fait. Hein? Il n'y avait pas de concurrence du tout. Non, il n'y avait pas de concurrence. Puis en plus, il y avait de la corruption. Monsieur Mann avait donné des pots de vin à plusieurs fonctionnaires municipaux pour lui permettre de conserver ses contrats. Donc, ça fait en sorte que Monsieur Mann, en fait, peut astreindre le conseil municipal à ses conditions et ça fait en sorte qu'il va pouvoir garder son contrat jusqu'en 1893. Et qu'est-ce qui met fin à son monopole, rapidement? En fait, à partir de 1890, il y a un mouvement qui naît, qui réclame la municipalisation parce que la population juge que M. Mann, son travail est bâclé et que ça coûte cher à la ville pour un service aussi médiocre. Au conseil de ville, ça divise les élus entre les manites et les anti-manites. Donc, les manites qui sont partisans du système contractuel parce qu'ils pensent que ça coûte moins cher. Et les anti-manites qui, eux, considèrent que le système contractuel, c'est du gaspillage d'argent et qui veulent municipaliser le service. Alors, le 20 mars vient le temps d'un renouvellement de contrat et là, M. Mann est le seul soumissionnaire et en plus, il demande un montant plus élevé que les coûts estimés. On est en quelle année, là? En 1893. OK. Puis, il demande plus cher que les coûts estimés de la municipalisation. Donc, le conseil municipal, à très forte majorité, se rallie à la municipalisation et dès le 22 mai 1893, le service est pris en charge entièrement par la ville et ça prend le nom de département de l'incinération qui relève au départ du comité de santé. À partir de ce moment-là, les charognes et les latrines, elles, sont toujours données à contrat parce qu'on juge que ce sont des services qui vont être voués à disparaître en raison de la mécanisation. Donc, on a moins de chevaux dans la ville. Et aussi, les latrines, on commence à mettre en place des règlements pour plus favoriser les WC. Le département de l'incinération, lui, va se concentrer vraiment sur les ordures ménagères et son service est jugé vraiment satisfaisant. Le conseil municipal reçoit même des lettres de félicitations, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais il va quand même y avoir certains moments où ça coince un peu plus. C'est généralement quand il y a des bris de service causés par un manque de fonds par la municipalité, mais ce sont des choses qui arrivent assez rarement et la population ne va pas remettre en question la municipalisation en raison des sommes qui ont été investies dans le service. Également, le service de l'incinération va, à l'inverse de M. Mann, diviser les secteurs de collecte en 3 secteurs, ce qui va permettre un peu de contrer les contraintes qui sont liées au transport par traction animale. Alors, on va construire dans chacune des divisions des stations pour les chevaux avec des écuries, un hôpital vétérinaire, également des dortoirs pour les éboueurs, pour des salles de repos. Et ça permet justement de réduire les distances à parcourir pour les chevaux. Malheureusement, c'est une constante, le budget de la ville n'est pas assez élevé pour suivre sa croissance territoriale. Alors, on ne construit pas de stations dans les nouveaux quartiers. Alors, les distances parcourues par les chevaux recommencent à augmenter assez vite et on se retrouve avec des distances aussi élevées, sinon plus, que du temps de la première municipalisation. Donc, il y a une inégalité de traitement, c'est ça qui apparaît? Ben, en fait, c'est ça, c'est que les chevaux doivent parcourir, dépendamment d'où ils sont, doivent parcourir vraiment des grandes distances, alors ils sont remplacés beaucoup plus fréquemment que par le passé. Mais le département, quand même, va construire ses propres tombereaux, son propre matériel roulant, qui est adapté au climat montréalais. Donc, ils vont construire des tombereaux sur benne pour l'hiver dans la neige. Le reste de l'année, le classique des tombereaux sur roues. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de pétitions au niveau de la collecte et du transport parce que la ville a la capacité de contrôler plus directement ses employés. Et au final, c'est encore la disposition qui est l'étape du cycle de collecte qui dérange le plus.
on décide de construire un incinérateur municipal et les gens s'entendent collectivement sur les avantages de tout ça, mais ils sont un peu plus réticents quand les autorités parlent de mettre un incinérateur dans le quartier où ils vivent. Et parce qu'ils savent, par exemple, qu'en Angleterre, dans la ville de Torquay, il y a un incinérateur qui, la fumée est vraiment incommodante au niveau de l'odeur, puis elle peut causer des malaises physiques. Alors, les gens sont pas très chaud à l'idée, d'autant plus que c'est des installations qui sont pas très belles visuellement, donc ça fait baisser la valeur des terrains autour. Mais on construit un incinérateur quand même sur la ferme Grégory, qui serait aujourd'hui dans Pointe-Saint-Charles. Ah oui, OK. Et c'est l'incinérateur Thackeray qui a été construit en 1894 et qui a été en fait conçu par l'ingénieur montréalais d'origine britannique Charles Thackeray. Et c'est un incinérateur qui est jugé comme un des plus modernes en Amérique du Nord à l'époque. Il pouvait brûler jusqu'à 150 tonnes de déchets par jour, sans odeur et sans carburant, outre les ordures elles-mêmes et le mâche-fer incandescent, le petit résidu de l'incinération, si on veut. C'est un succès au point où le brevet est repris à San Francisco. Ils en construisent un incinérateur Thackeray qui est le plus gros au monde à l'époque. Donc, l'incinérateur montréalais a fait des petits, mais sa technologie est dépassée assez rapidement. Et en 1902, on sait qu'il brûlait juste 78 tonnes de déchets par jour. C'est-tu beaucoup par rapport à ce que Montréal produit en déchets à cette époque-là? C'est pas beaucoup, surtout considérant qu'ils brûlent juste 15% de leurs ordures en 1914. Ah oui, OK. Ouais. Donc, c'est pas... En fait, ce qu'on sait, c'est que les Montréalais, collectivement, produisaient environ 89 000 tonnes de déchets en 1896 contre 239 000 en 1920. Ah ouais. Alors, le petit 78 tonnes par jour, ça fait pas une grande différence. Ça pèse pas beaucoup dans la balance. Et le problème, c'est que Montréal poursuit sa croissance démographique et on construit pas d'autres incinérateurs parce qu'encore une fois, la ville n'a pas les moyens de le faire. Alors, il faut continuer à déposer des déchets sur des dépotoirs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la ville voit vraiment dans les déchets un moyen de développer le territoire, encore une fois. Donc on nivelle encore des terrains, c'est ça? Oui, on utilise les déchets dans des travaux de voirie. On les utilise pour aménager des infrastructures comme remplir les caissons du quai dans le port au début des années 1900. Puis, mais l'impact qui est le plus visible et encore aujourd'hui, probablement le plus marquant, c'est qu'ils vont utiliser les ordures pour remblayer les anciennes carrières du plateau Mont-Royal. Et à l'époque, le plateau avait l'air d'un gruyère. Il y avait des gouffres de 15 à 20 mètres de profondeur qui étaient souvent remplis d'eau stagnante. Il y avait des noyades presque à chaque année. Ça freinait le développement urbain au nord et à l'est de la ville. Et les citoyens et la ville veulent redévelopper ces endroits-là parce que, visiblement, c'est très handicapant d'avoir ça sur son territoire. Donc, la ville les achète et les transforme en dépotoirs. Donc, ça permet de réduire les distances de transport pour les chevaux parce que les dépotoirs sont situés au sein même de la ville. Et ça permet de reconvertir des secteurs qui étaient peu attrayants auparavant. Et un legs intéressant de ces anciennes carrières-là remplies par des déchets, c'est des parcs. On sait le parc Sir-Wilfrid Laurier, aujourd'hui, c'est un ancien dépotoir. Le joli parc Laurier, c'est un ancien dépotoir. Oui, tout incroyable. À fait. Tout à fait. Les maisons autour sont construites aussi sur des dépotoirs. Ah oui, OK. Désolée pour ceux avis aux habitants du plateau Mont-Royal. Et le parc Baldwin aussi, qui n'est pas très loin. Okay. C'est aussi un ancien dépotoir. Donc ça améliore la qualité de vie une fois que c'est fait, mais ça prend du temps à remplir. Là. C'est vraiment des gros trous. Donc, pendant des années, voire même des dizaines d'années, les gens qui habitent près de là se plaignent des mauvaises odeurs parce que la population autour se densifie, là, les quartiers se développent et on compare les dépotoirs à des foyers de pestilence. Ils dégagent des odeurs vraiment pestilentielles. Il y a des mouches qui pullulent sur les dépotoirs et qui rentrent dans les habitations quand les fenêtres sont ouvertes. Et on le sait maintenant au 20e siècle que les mouches transportent des maladies. Ça inquiète les gens. Et il y a aussi souvent des incendies qui se déclarent dans les dépotoirs. Donc ça ajoute à la mauvaise qualité de l'air. Et ça fait en sorte que, la ville, OK, elle a rempli ces dépotoirs-là, mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que là, tous les dépotoirs commencent à être saturés. Ils vont
déposer des ordures près du canal de d'alimentation de l'aqueduc et ils vont revenir à une pratique qui avait été bannie, soit celle de déposer les ordures dans le fleuve. On sait qu'ils vont aller dynamiter la glace dans le port pour couler des déchets, alors qu'ils avaient interdit ça aux citoyens auparavant. On retourne à la case départ un petit peu. Oui, en fait, les dépotoirs arrivent à capacité maximale. On commence à se demander si on ne faut pas aller vers les banlieues pour aller déposer les déchets. Et on sait que, bon, niveau technique, avec les chevaux, c'est difficile. Les riverains ne seront pas contents. D'ailleurs, ben, le nœud de la distance va être dénoué par le virage vers la mécanisation qui s'amorce justement autour de 1920. Ils vont commencer tranquillement à transporter les déchets avec des camions. Et, éventuellement, ils vont pouvoir emporter les rebuts à l'extérieur de l'île au 20e siècle. Et en fait, on se retrouve dans une situation qui ressemble à celle d'aujourd'hui parce que nous aussi, le dernier site d'enfouissement du Grand Montréal arrive à sa capacité maximale en 2029. Et l'enfouissement est externalisé vers d'autres pays même. Oui, exactement, qui n'en veulent même plus. Alors, le scénario se répète. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes nos ordures? Il faut trouver des solutions. On est face au même problème que nos Montréalais du 19e et 20e siècle, mais ils ne nous ont pas donné de remède miracle. Donc, voilà. Et on va se laisser sur cette question. Merci beaucoup, Claudel Richard, d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Alors, c'est la fin de l'émission. Quelques petites suggestions de lecture. Donc, Claudel Richard, ton mémoire, on va le mettre sur nos réseaux sociaux. On a mentionné le livre de Robert Gagnon, Question d'égout, publié chez Boréal en 2006. Dany Fougère aussi, L'approvisionnement en eau à Montréal. Publié, je crois, au Septentrion en 2004. Allez lire ça. Avant qu'on se laisse, un petit remerciement, évidemment, au toujours excellent Antonin Wyss, notre technicien son et monteur de nos émissions. Merci beaucoup, Claudel, d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, lisez des livres, écoutez des podcasts, allez voir des films d'histoire. À la semaine prochaine. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.